Merci, Madame la Présidente. Je suis très heureuse et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du pied diabétique, du point de vue de l'endocrinologue. Donc, comme vous le savez, le pied diabétique est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce qu'il a des conséquences aussi bien économiques, vu le coût d'hospitalisation, le coût des soins, le coût de la chirurgie, et aussi humaine. L'amputation, ça affecte énormément les patients, ça retentit aussi sur leur fonction, sur leur activité professionnelle. C'est pour cela qu'on insiste sur la stratégie de soins préventifs qui serait rapidement rentable, aussi bien sur le plan médical qu'économique. Et la prise en charge du pied diabétique, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est toute une équipe qui va prendre ce patient pour pied diabétique. Pourquoi? Parce que c'est une affection grave et qui est fréquente. 25% des diabétiques développent une ulcération du pied durant leur vie. Et parmi ces 25, plus de la moitié, ils vont s'infecter. Et plus de 20% seront hospitalisés pour infection du pied diabétique. Et lorsqu'on fait une amputation, 23% vont décéder par la suite. Et les plaies mineures sont généralement responsables de 85% des amputations chez les patients diabétiques. Donc si on agit au niveau de la prévention, on peut éviter toute cette mortalité. Et je vous donne des chiffres qui sont alarmants. Une amputation au niveau du membre inférieur est réalisée toutes les 20 secondes dans le monde chez un patient diabétique. Donc seulement pendant cette période, on est en train de discuter du pied diabétique. Imaginez le nombre des pieds qui ont été amputés. Donc le coût du pied diabétique, il y a le coût direct, le coût des soins, les traitements, les médicaments, mais il y a aussi les coûts indirects. Un patient qui est amputé, peut-être qu'il ne va pas réaliser le même travail, il aura besoin d'un reclassement professionnel, il va faire une dépression, il aura besoin d'autres traitements, à côté du coût immatériel, le retentissement psychique sur le patient. On n'a pas de chiffres objectifs au niveau du Maroc. On a fait une petite étude au niveau du Casablanca, mais qui a objectivé seulement le coût direct. C'est une étude rétrospective qui inclut 103 dossiers recueillis de façon aléatoire. On a essayé de recueillir un ensemble de données et voilà ce qu'on a retrouvé. Un coût moyen pour le pied diabétique hospitalisé au CHU de Casablanca de 12 579 dirhams. Donc quand même, c'est énorme. Pour traiter le pied diabétique, si on agit sur la prévention, si on éduque nos patients, on peut éviter tous ces coûts, toutes ces dépenses d'argent. Le pied diabétique, c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Il y a l'infection, la neuropathie, l'artérite et la déformation. Tout ça va induire des lésions et des malperforants plantaires qui seront infectés par la suite. La neuropathie diabétique, elle est grave parce qu'on a la perte de la sensibilité protectrice. Et le diabétique va se faire mal sans avoir mal. On a eu des patients qui avaient un caillou dans leur chaussure et qui l'ont gardé durant toute la journée et qui, sans rien sentir, avec des traumatismes qui étaient très graves. Donc cette perte de sensibilité, on aura un retard diagnostique. Le patient diabétique n'aura pas mal, il ne va même pas chercher est-ce qu'il y a la lésion au niveau du pied. On aura une sous-estimation du problème. Même s'il y a la lésion, le patient ne sent rien, il ne va pas sentir la nécessité d'aller consulter. On aura aussi des difficultés de traitement et de compliance et des difficultés de la prévention. Je vous montre ici un exemple de pied neuropathique. Vous voyez la griffe et la myotrophie avec la saillie de la tête des métatarsiens et les pieds creux. C'est un exemple typique de pied à risque de développer un malperforant plantaire. À côté de la neuropathie, on a aussi l'artériopathie diabétique. L'artériopathie diabétique, sa problématique, c'est qu'elle évolue à bas bruit. C'est pour ça qu'on doit la dépister systématiquement. À chaque examen du pied diabétique, on doit rechercher la neuropathie et aussi l'artériopathie par des examens simples. Il y a l'inspection, la recherche des pouls, le temps de recoloration, mais leur sensibilité et spécificité, elle est faible. Donc on doit toujours compléter par un examen qui est simple, qui est la mesure de l'index de pression systolique qu'on peut faire à chaque examen du pied diabétique au niveau de notre cabinet et compléter éventuellement par un échodoppler en cas d'anomalie. Vous voyez sur la première photo la mesure de l'index de pression systolique, l'appareil qui permet la mesure de l'index de pression systolique. On demande par la suite un échodoppler en cas de besoin. Pour explorer aussi l'artériopathie, on peut demander la mesure de la pression systolique du gros orteil, qui est indiquée en cas de neuropathie s'accompagnant par médiocalcose lorsqu'on a un IPS qui est supérieur à 1,30. On peut compléter aussi par la TCPO2, qui doit être réalisée en présence d'une artériopathie. Et comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, si elle est supérieure à 30 mm Hg, il y a absence d'ischémie sévère.
À l'examen clinique, on recherche aussi l'infection. Et j'insiste sur le fait que le diagnostic de l'infection est un diagnostic clinique. Voilà une stadification simple de l'infection. Vous voyez la première photo qui montre une plaie colonisée. Et je vais insister sur cette nuance entre la plaie colonisée et la plaie infectée. La deuxième photo montre une plaie infectée grade 2, puis la troisième grade 3 et grade 4. Mais comme vous voyez sur les photos, il est difficile de faire cette distinction entre le grade 1, qui est une plaie colonisée, et le grade 2, qui est une infection débutante. Pourquoi on parle de colonisation? La colonisation, c'est lorsqu'on a des bactéries, elle est normale, lorsqu'on a des bactéries qui sont peu virulentes, lorsqu'on a une flore bactérienne résidente, ce qu'on appelle la flore commensale, ou bien lorsqu'on a une flore bactérienne transitoire. Alors que l'infection, c'est elle qui pose problème, c'est lorsqu'on a une modification de la flore avec la présence de bactéries virulentes et qui va engendrer par la suite un retard de cicatrisation et ce qui est plus grave, une extension. Je vous montre ici les différentes classifications qu'on utilise en pratique courante pour classer nos patients diabétiques lorsqu'on fait un examen. La classification de Wegener, elle permet de classer le pied diabétique en grades. Le grade 0, c'est lorsqu'on n'a pas de lésion. Le grade 1, c'est lorsqu'on a une lésion superficielle. Le grade 2, elle est profonde vers les tendons, mais sans abcès ni ostéite. Le grade 3, lorsqu'on a l'abcès, l'ostéite ou l'arthrite septique. Le grade 4, c'est la gangrène. Et le grade 5, c'est la gangrène qui est massive. Donc déjà, lorsqu'on a une infection, on doit l'identifier et par la suite aussi la classifier. Ça va nous donner une classification pronostique. Et je vous montre ici la classification pronostique qui est d'utilisation pratique. C'est la classification UT de l'Université de Texas. Cette classification, elle a un intérêt pronostique pour l'amputation. Cette classification, elle englobe aussi bien la présence ou l'absence d'infection, la présence ou l'absence d'ischémie, et on a aussi la profondeur et l'extension de la lésion. Soit il n'y a pas de plaie, soit la plaie est superficielle, soit elle va s'étendre au niveau des tendons et les capsules exposées, ou bien elle va s'étendre au niveau de l'os et de l'articulation. Et vous voyez, lorsqu'on a une extension au niveau de l'os et de l'articulation et présence d'ischémie et d'infection, on a un pourcentage de 100% à peu près d'amputation, même si on veut essayer un traitement conservateur. Il y a aussi cette classification qui permet la décision thérapeutique et surtout qui va nous orienter sur le choix de l'antibiothérapie. Cette classification, elle nous permet de classer en fonction des arguments cliniques et paracliniques notre infection. Est-ce qu'il n'y a pas d'infection? Est-ce qu'on est face à une infection légère, modérée ou sévère? Donc, et toujours à l'examen clinique, on recherche aussi l'ostéite. On recherche l'infection et on recherche est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte de l'os. Et avant de réaliser un examen radiologique, on a des éléments évocateurs à l'examen clinique. Surtout quand on a une plaie chronique. Malgré une prise en charge correcte, on doit suspecter une ostéite. Lorsqu'on a l'exposition osseuse à l'examen clinique, lorsqu'on a un aspect, comme vous le voyez sur la première photo, un aspect en saucisse. Cet aspect d'orteil, il est typique de l'ostéite. Lorsqu'on a une mobilité anormale de l'orteil, on doit suspecter une atteinte osseuse. Et lorsqu'on a aussi des lésions qui sont grandes, avec un diamètre supérieur à 20 et une profondeur supérieure à 3 mm, et on réalise à l'examen clinique, comme vous voyez par le stylet, ce qu'on appelle le contact osseux. On doit le rechercher à l'examen clinique pour voir est-ce que notre patient il a une ostéite, oui ou non, parce que ça va changer notre antibiothérapie et la durée de l'antibiothérapie qui sera plus longue dans l'ostéite. Je vous montre ici dans notre série, une série de l'hôpital qui inclut à peu près 500 patients. Vous voyez les différentes portes d'entrée. On a le mal perforant plantaire qui représente 20 à 23%. On a l'intertrigo interorteil, alors que c'est simple de traiter un intertrigo interorteil. Si notre patient diabétique se présente et qu'on trouve un intertrigo interorteil, on doit le traiter, parce que par la suite, ça sera la source et la porte d'entrée d'un pied diabétique. Les brûlures, les traumatismes mineurs. Et combien de patients ont eu un petit traumatisme par loup qui par la suite a donné une fasciite nécrosante et a été exposé à une amputation. C'est pour ça que j'insiste sur la prévention. Les différents types de lésions d'infection, vous voyez, on retrouve en chef de file les dermohypodermites aigus, suivis par les ostéites, les ulcères, les abcès, les moignons d'amputation avec infection, les fasciites nécrosantes, les gangrènes et les arthrites. Bien que le diagnostic de l'infection il est clinique, on a parfois besoin d'examens bactériologiques. Donc l'examen bactériologique ne sont indiqués qu'en présence d'infections établies cliniquement. Et j'insiste sur le fait de réaliser les examens aussi profonds que possible parce que c'est là ce qui va nous permettre d'avoir un résultat concluant. Après réalisation d'un débridement et après nettoyage de l'ulcère, on réalise notre prélèvement qui est profond. La biopsie tissulaire est le gold standard, mais elle n'est pas réalisée en pratique parce qu'elle est chère et elle n'est pas pratique
de pratique courante. Et je vous montre ici les résultats de notre cohorte. Quand même, on a un pourcentage de 90% de germes qui sont sensibles, mais vous voyez quand même, il y a de plus en plus d'apparitions de germes résistants au niveau du pied diabétique. 10% de nos patients hospitalisés avaient des germes résistants et on a dû adapter l'antibiogramme après les résultats des prélèvements bactériologiques. Donc la prise en charge du pied diabétique, tout d'abord l'équilibre glycémique. Pour bien traiter un patient diabétique, il doit être équilibré et souvent on a eu recours à une insulinothérapie intensive à base d'un schéma basal-bolus. Le deuxième volet, c'est la décharge. Une plaie qui n'est pas mise en décharge est une plaie non traitée. On doit éviter l'appui du pied diabétique. Parfois, on a eu recours à hospitaliser des patients pendant de longues durées parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se permettre une décharge pour pouvoir éviter la récidive pour une bonne cicatrisation. Et comme vous voyez, malheureusement, la décharge, elle n'est pas respectée que dans 53% des cas et ça engendre un coût élevé. Les chaussures adaptées, ils sont chers. Et au niveau du CHU, on a essayé de développer un artisanat local. On a eu un artisan qui nous a confectionné des chaussures adaptées avec des prix qui sont abordables à la bourse de nos patients diabétiques. Voilà des exemples de chaussures artisanales. Donc après la décharge et l'insulinothérapie, il y a le débridement. Parce que... Oui. Si vous voulez rester dans la partie endocrino, parce que chacun prendra sa partie. D'accord. Il y a la rééducation fonctionnelle et l'orthopédie qui va partir. Moi, je parle de la diabète, etc. Parce que je suis toujours dans la partie endocrino. D'accord. Donc, les bactéries se développent sur la surface, donc on doit réaliser un débridement pour enlever ces bactéries et enlever cette partie nécrosée. On nettoie la plaie par du sérum physiologique. Les pansements, il y a plusieurs types de pansements. On choisit le type du pansement en fonction de l'aspect du plaie. Et je vous montre ici un ulcère artériel sans ostéite qu'on avait suivi au niveau du service, qu'on a nettoyé avec des pansements quotidiens à la vaseline. Vous voyez l'évolution entre J0 et J70. Au niveau du service d'endocrinologie, on utilise aussi la technique du plasma riche en plaquettes, la PRP, depuis 2017. Cette technique, elle permet l'évolution rapide et la cicatrisation rapide de certaines lésions. Je vous montre ici une plaie, une ulcération de 3 cm après traitement par 6 séances de PRP. Et depuis 2019, on utilise aussi au niveau du service d'endocrinologie le traitement par facteur de croissance, une injection x3 par semaine. Je vous montre l'exemple d'un seul patient. C'est un patient qui avait 3 ulcérations, 2 au niveau de la plante et 1 au niveau de la face latérale. Et je vous montre la cicatrisation complète après 8 injections. Pour ce traitement, on choisit quel type de patient chez qui on va l'utiliser. L'antibiothérapie, on a 2 types d'antibiothérapie. L'antibiothérapie empirique, c'est le choix est déterminé par la situation clinique, et l'antibiothérapie ciblée. On choisit notre décision de quelle antibiothérapie, elle est faite en fonction de plusieurs questions. Est-ce qu'on est face à une situation d'urgence, selon la sévérité et le contexte? Quel spectre on va couvrir, cette antibiothérapie? Et la voie d'administration, est-ce qu'elle sera parentérale ou orale en fonction de la sévérité et le contexte? Et la durée aussi en fonction du type d'infection. Et souvent, quand on est face à des lésions grade 3 ou grade 4, c'est un traitement probabiliste en urgence. Grade 2, on peut temporiser en attendant les résultats des prélèvements. Et généralement, quand on est face à un grade 1, il n'y a pas d'antibiothérapie. Donc, j'insiste sur ce point, ce n'est pas ce que l'on ajoute sur le plaie, ce qui est le plus important, mais c'est ce qu'on va enlever. Donc, la décharge, elle va nous permettre d'enlever la pression. La détertion, elle va nous permettre d'enlever les tissus dévitalisés. Et l'antibiothérapie, elle va nous permettre d'enlever les agents pathogènes. Donc, j'insiste aussi, après tous ces éléments, il y a l'état nutritionnel qu'on ne doit pas oublier. Nos patients, pour avoir une bonne cicatrisation, on doit éviter les carences protéinocaloriques, avoir un régime adapté, supplémenté en vitamines et en oligo-éléments. Et avant de terminer, j'insiste sur ne pas oublier la prévention et la prise en charge préventive du pied diabétique à risque. C'est pour cela qu'au niveau du service d'endocrinologie, on a établi une stratégie préventive pour éviter ces situations de consultation tardive. Je vous montre ce patient, s'il avait consulté tôt, il n'aurait pas arrivé au stade de nécrose et d'amputation. Donc on est là face à une nécrose bactérienne, toujours dans le cadre de la consultation tardive. C'est pour cela qu'au niveau du service d'endocrino de CASA, on a une unité d'éducation thérapeutique. On établit une journée de pied diabétique. C'est une journée qu'on fait chaque 2e mercredi du mois au niveau de l'hôpital de jour et l'unité d'éducation thérapeutique, où on sensibilise les patients qui ont des pieds à risque. Voilà, je vous présente le programme de la journée pied diabétique.
Au niveau de cette journée, les patients ils vont bénéficier d'un podoscope statique, d'un examen pour rechercher l'artériopathie et la neuropathie diabétique. Vous voyez, on réalise un examen en monofilament, la mesure de l'IPS et l'examen au diapason, et ils bénéficient de plusieurs séances d'éducation. Comme vous voyez ici, les patients durant la séance d'éducation du pied diabétique. Et voilà un ensemble de thèmes qu'on leur dit, des thèmes qui sont simples et qui vont éviter un coût élevé pour le pied diabétique, notamment l'examen journalier, le lavage, les soins. Si vous trouvez une lésion, voir votre médecin dans les 24 heures, l'utilisation de chaussures adaptées. On utilise plusieurs supports, la carte MAP, des trousses d'éducation et des ateliers éducatifs. Et à la fin, on évalue est-ce que nos patients ils ont assimilé. On leur fait une fiche d'évaluation simple à base de photos. Et bien sûr, on a évalué, on a remarqué qu'avant l'éducation thérapeutique et après l'éducation thérapeutique, on a vu qu'il y a une diminution importante des erreurs chez nos patients. Donc, pour conclure, l'amélioration de la prise en charge du pied diabétique, elle est possible malgré le manque de moyens. Cette stratégie a permis une réduction du nombre d'amputations, mais j'insiste sur le fait que la prise en charge du pied diabétique est une prise en charge multidisciplinaire au sein d'une unité de podologie diabétique qui va permettre des résultats ambitieux. Et je vous remercie.